Bonjour à tous, le Pôle Podcast va aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo sur l'hypertension artérielle, donc qui est l'item 224, et on s'est référencé par rapport au référentiel de médecine cardiovasculaire. On s'est appuyé du coup sur des diapositives pour cette vidéo que l'on a créée par nous-mêmes. Donc au programme, on va d'abord voir la définition et la confirmation diagnostique d'une hypertension artérielle, l'épidémiologie, la physiopathologie, les manifestations cliniques, les complications et les évolutions, le bilan initial de l'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle secondaire, et pour finir, nous allons voir les traitements de cette hypertension et le suivi. Tout d'abord, nous allons donc voir la définition et la confirmation diagnostique d'une hypertension artérielle. Sachant qu'une pression artérielle systolique est considérée comme normale quand elle est comprise entre 120 et 129 mm de mercure, et une pression artérielle diastolique est considérée comme normale quand elle est comprise entre 80 et 84 mm de mercure. Donc si on est au-dessus de ces valeurs-là, on considère que notre sujet est en hypertension artérielle. Donc comme vous pouvez le voir, pour une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Sachant que, attention, par rapport à ces valeurs, parce que même si la pression artérielle systolique va être normale, si vous avez une pression artérielle diastolique qui est haute, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un sujet qui a une pression artérielle systolique égale à environ 123 et une pression artérielle diastolique qui va être environ égale à 90, eh bien votre sujet il va être considéré comme hypertendu. Parce qu'en fait on considère qu'un sujet hypertendu, c'est soit la pression artérielle systolique et ou la pression artérielle diastolique qui sont hautes. C'est-à-dire qu'il suffit d'une valeur entre la diastolique et la systolique pour considérer le sujet hypertendu. Il ne faut pas forcément qu'il y ait les deux valeurs qui soient élevées. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête, c'est que c'est le facteur et ou. Voilà. Il existe aussi une relation du coup progressive et positive entre le niveau de la pression artérielle et l'incidence des complications cardiaques. Ça veut dire que plus vous allez avoir une pression artérielle qui va être élevée, plus vous allez avoir un risque, un facteur de risque, parce que l'HTA est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc plus vous allez avoir une pression artérielle élevée, plus vous allez avoir de risque de faire des événements cardiovasculaires, type AVC, syndrome coronarien aigu, etc. Une fois que vous avez donc mesuré la pression artérielle au cabinet de votre sujet et que vous la trouvez donc élevée, on ne peut pas du coup dire direct que le sujet est hypertendu. Il faut absolument confirmer ce diagnostic avant de débuter un traitement. Donc sauf dans le cas d'une urgence hypertensive. On verra à la suite qu'est-ce qu'une urgence hypertensive. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir mesurer la pression artérielle en dehors du cabinet médical. Pourquoi ? Parce qu'au cabinet, il peut y avoir une tension artérielle qui va être faussée. Donc typiquement le syndrome de la blouse blanche, etc. On en reparlera plus tard. Du coup, une fois que vous avez donc mesuré votre pression artérielle qui était assez haute au cabinet, il va falloir quand même la confirmer en dehors du cabinet médical. Il y a donc deux méthodes pour confirmer cette hypertension. Ça va être l'automesure tensionnelle, donc l'AMT, ou la MAPA. Donc, et avec ces méthodes, l'HTA par contre, elle va être définie par une pression artérielle systolique supérieure à 135 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 85 mm de mercure. Donc là, les valeurs, elles changent. Donc c'est 5 mm de mercure en dessous de ce que vous avez au cabinet. Parce qu'on considère en fait qu'à la maison, un patient peut être plus tranquille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être moins tendu, il va avoir moins de tension artérielle, et donc on considère une valeur moindre pour qualifier d'un sujet comme hypertendu. Donc il va falloir absolument confirmer ça par une automesure tensionnelle ou une MAPA. On expliquera après les principes de ces deux cas. Donc là, je vous ai mis un tableau donc tiré directement du collège où ça qualifie les différents grades de tension artérielle. Donc là, on va voir l'optimale qui va être inférieur à 120, inférieur à 80, la normale haute. Donc vous voyez que entre la normale et la normale haute, vous voyez que la normale haute, on est quand même entre donc notre 130 et 140, mais qu'on n'est pas considéré comme hypertendu, c'est-à-dire qu'on va être juste en normale haute. Donc là, il faut juste se méfier, essayer de faire attention, faire de la prévention. Donc on va voir par la suite comment.
Et donc, on qualifie donc une hypertension artérielle, comme je vous l'ai dit, par un seuil donc, de 140-90. Donc, on nommera stade 1. Et après, pour le mémotechnique, pour avancer de stade, pour être au stade 2, donc la pression artérielle systolique, il faut qu'elle augmente de 20. Et la pression artérielle diastolique, il faut qu'elle augmente de 10. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui a 160, il passe direct stade 2, stade 3, 180. Et pour la pression artérielle diastolique, donc 90, 100, 110. Donc ça, dites-vous ça, c'est 20 et 10. Et il y a aussi le cas, du coup, bien sûr, de l'hypertension artérielle systolique isolée, c'est-à-dire où on va avoir une pression artérielle diastolique qui va être inférieure à 90, mais une systolique qui va être plus élevée. On va donc voir maintenant l'épidémiologie de l'hypertension artérielle et sa prévalence. Donc l'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est donc la maladie chronique la plus fréquente en France et dans le monde. Dans le monde, ça concerne environ 1,5 milliard de personnes et que ça va être la première cause de mortalité, soit 10 millions de personnes par an dans le monde. Maintenant, si on va s'intéresser du coup à la France, il y en a beaucoup qui vont être atteints d'hypertension artérielle sans le savoir. Donc ça va être du problème de dépistage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas venir se faire dépister et donc qui sont hypertendus mais qui ne l'ont pas été diagnostiqués parce qu'ils ne sont pas allés au cabinet se faire dépister, se faire mesurer la tension tout simplement. Donc on considère qu'il y a environ 30% de la population qui est concernée par l'hypertension artérielle entre 18 et 74 ans, donc c'est beaucoup. Et sur ces 30%, il y a 50% des gens qui sont atteints d'hypertension artérielle qui le savent. Et sur 50%, il y a 50% des gens qui sont traités. Donc on descend à 25% au final qui vont être traités efficacement lorsqu'on va avoir une HTA qui va être connue du coup et traitée. Donc c'est assez faible au final parce qu'on va avoir 30% de la population, mais sur ces 30%, il n'y a que 50% qui le savent. Sur ces 50%, il n'y a que 50% qui sont traités. Et sur ces 50% traités, il n'y a que 25% de ces gens-là qui sont traités efficacement. Donc, il y a encore des progrès à faire. Donc, on est sur une prévalence environ de 60% après 60 ans. Et ça va être surtout dû, en fait, parce que quand on vieillit, on va avoir une perte de l'élasticité des artères des gros vaisseaux. Et donc, on va avoir une augmentation de la pression artérielle systolique. Donc, en fait, on va considérer que chez les personnes âgées, on va surtout avoir de l'HTA systolique isolée, parce qu'on va avoir avec l'âge cette perte physiologique de l'élasticité des artères des gros vaisseaux. On considère aussi qu'il y a environ une prédisposition génétique d'environ 30% des cas, donc c'est beaucoup aussi. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'HTA est bien un facteur de risque majeur de l'artérosclérose, c'est-à-dire que l'HTA va provoquer énormément de formation de plaques et du coup par la suite d'événements cardiovasculaires. Donc ensuite, comme je vous en ai parlé, de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, la pression artérielle systolique va refléter la compliance des artères de gros calibre, donc l'élasticité. C'est pour ça qu'on parle d'hypertension artérielle systolique isolée chez les personnes âgées, parce que cette compliance est perdue au fur et à mesure de l'âge. Alors que la pression artérielle diastolique, elle va plutôt refléter les résistances périphériques totales, c'est-à-dire les petites artérioles. On a du coup aussi la pression artérielle pulsée, donc la PP, qui est égale à une pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique. Et si elle est supérieure à 65 mm de mercure, on va considérer qu'elle est anormale. Et donc la pression artérielle systolique a tendance du coup à augmenter avec l'âge, alors que la pression artérielle diastolique se stabilise ou diminue. Effectivement, du coup, comme je vous l'ai dit, avec la perte d'élasticité, c'est plutôt la pression artérielle systolique qui a tendance du coup à augmenter avec l'âge, alors que la pression artérielle diastolique, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle augmente de manière physiologique avec l'âge, elle va plutôt se stabiliser ou diminuer. Donc les meilleurs indicateurs, on va considérer que le mieux pour mesurer une tension artérielle, ça va être la pression artérielle systolique et la pression artérielle pulsée. Donc chez les hypertendus, en comparaison du coup à ceux qui ont une tension normale, on va considérer que le risque de mortalité cardiovasculaire va être doublé, parce qu'on va avoir une augmentation du coup forcément de risque d'événements cardiovasculaires. Forcément, comme je vous l'ai dit, l'hypertension artérielle, elle est liée à un risque de faire plus d'événements cardiovasculaires. Donc forcément, on va avoir une mortalité cardiovasculaire qui est doublée. Donc on va avoir 7 fois plus de chances de faire des AVC. L'HTA est le principal facteur de risque de la fibrillation atriale. L'insuffisance coronarienne, donc type syndrome coronarien aigu, on a 3 fois plus de chances d'en faire. La OMI x2.
l'insuffisance rénale chronique terminale aussi, et la démence vasculaire aussi. Maintenant, on va donc voir la physiopathologie de l'hypertension artérielle avec donc les systèmes régulateurs. Donc ici, on va voir différents types de systèmes régulateurs de la pression artérielle. Donc on va voir celle à court terme, à moyen terme et à long terme. Celle à court terme, elle va comprendre du coup le système sympathique, donc avec le côté alpha-1 adrénergique et le bêta-2 adrénergique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une artère où la pression artérielle va être modulée par le calibre de l'artère. En fait, si le calibre il va diminuer, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une vasoconstriction de l'artère, on va avoir une augmentation de la pression artérielle. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on va avoir une augmentation du calibre, donc une vasodilatation de l'artère, on va avoir une diminution de la pression artérielle. Et là, du coup, c'est le cas de ce système de régulation où en fait, on va jouer avec le côté alpha-adrénergique qui va venir vasoconstricter, du coup, augmenter la pression artérielle, alors que le bêta-adrénergique ici va venir vasodilater l'artère et donc diminuer la pression artérielle. Donc là, ici, la régulation à court terme, elle va plus jouer sur le côté où lorsqu'on a des événements, par exemple, de stress ou des événements sportifs, pour venir du coup réguler notre pression artérielle sur ce type d'événement. Alors que la régulation à moyen terme et long terme, ça va plus concerner le cas où les sujets ont de l'hypertension qui est présente, donc de manière quotidienne même au repos, et qui va donc être dans un premier temps être normale parce qu'elle va être régulée par ces systèmes-là. Donc la régulation à moyen terme, ça va être par le système réninien-angiotensin-aldostérone et les péptides natriurétiques. Donc ici, je ne vais pas réexpliquer tout le fonctionnement du système réninien-angiotensin-aldostérone et des peptides natriurétiques parce que ce serait trop long. Mais en gros, ce qu'il faut juste savoir pour le côté de l'HTA, c'est qu'en fait, le système réninien-angiotensin-aldostérone, il permet en fait une augmentation de la pression artérielle par réabsorption de sodium et d'eau au niveau de différentes tubules du rein. Donc ici, par exemple, l'angiotensine 2, elle va venir, donc comme vous voyez sur le schéma d'en bas, là, vous avez tout le schéma enzymatique, etc. au niveau du rein et de la glande surrénale. Donc en fait, l'angiotensine 2, elle va venir agir sur le tubule proximal du rein, elle va venir réabsorber plus de sodium, donc le sodium attire l'eau, donc au final ça va réabsorber du sodium et de l'eau, qui va venir du coup donc revenir dans le corps au lieu d'être excrété en dehors du corps et donc augmenter le volume et donc la pression artérielle. Et c'est la même chose pour l'aldostérone qui va venir agir par contre sur le tubule distal du rein et donc venir pareil réabsorber du sodium et de l'eau et donc augmenter la pression artérielle. La régulation à long terme, donc là c'est un peu en fait quand le moyen terme s'est fait dépasser, c'est-à-dire qu'on a une hypertension artérielle, qu'on a des problèmes de tension artérielle même lorsque le système réninien-angiotensin-aldostérone marche. Donc en fait, la régulation à long terme ici, ça va être par le phénomène de natriurèse de pression, donc via l'excrétion de sodium par le rein, donc c'est-à-dire qu'en fait, le rein, il va percevoir que dans le corps, il y a trop de tension, il y a trop de pression artérielle et qu'il n'arrive plus du coup à la réguler. Donc comment il va faire ? Il va donc jouer sur le phénomène de natriurèse de pression, c'est-à-dire qu'en fait, il va excréter plus de sodium et donc le sodium attire l'eau, donc en fait, il va augmenter l'excrétion de sodium et d'eau, ce qui va venir diminuer la pression artérielle. Et donc il y a aussi le système arginine-vasopressine qui en fait partie de ce système de régulation. Donc en fait, dites-vous que le système réninien-angiotensin-aldostérone, il va permettre d'augmenter la pression artérielle. Donc en fait, on va jouer sur ce système-là en fonction de si on est hypotendu, on va plus jouer sur ce système-là. Si on est hypertendu, on va venir plutôt inhiber ce système-là. Donc en fait, ça va être plusieurs mécaniques. Mais juste voilà, dites-vous que à court terme, ça va être le côté sympathique. À moyen terme, c'est le SRAA. Et à long terme, ça va être le système de natriurèse de pression. Voilà pour le système régulateur. Maintenant, donc il y a plusieurs types d'hypertension artérielle. Donc dans 90% des cas, on dit que ces hypertensions artérielles, elles sont dites essentielles, donc dues à du vieillissement, du surpoids, de l'hérédité, etc. Donc ça va être par des causes un peu, entre guillemets, normales. Voilà. Donc des processus pathologiques certes, mais c'est normal dans le développement de quelqu'un quand il y a de l'hypertension artérielle, c'est plus souvent parce qu'il devient vieux, donc il y a une perte de l'élasticité comme on en avait parlé, qu'il y a du surpoids, donc il y a plus de risque de faire de l'hypertension artérielle, etc. Alors que dans 10% des cas, ça va être plus de l'HTA dit secondaire, donc dû à des causes rénales surrénaliennes. Donc là, ça va être directement à cause en fait du rein ou de la surrénale qu'on va avoir de l'hypertension artérielle et pas à cause du vieillissement, etc. On avait parlé tout à l'heure des sujets vieux où ils avaient plus tendance à avoir de l'hypertension artérielle du coup de type systolique, donc par perte d'élasticité des artères. Ici, les sujets jeunes, du coup, c'est le contraire. Ils vont plus tendance à avoir de l'HTA, du coup, par augmentation de la pression artérielle diastolique, parce qu'on va avoir en fait, quand on est jeune, quand on a de l'HTA, ça va être souvent par le biais, même quasi toujours, de la contraction des artérioles. C'est-à-dire que
nos artères, elles sont toujours de gros calibre, elles sont toujours bien, elles ont toujours leur élasticité comme il faut, mais juste dans ce cas-là, donc des jeunes, ça va, du coup, ils ont des artères de gros calibre normal, mais ils vont avoir des artères de petit calibre qui vont du coup être anormales et donc une contraction anormale de ces artérioles et donc ils vont avoir de l'HTA plus par une augmentation de la pression artérielle diastolique. Donc l'HTA essentielle, par contre, c'est une maladie qui est familiale dans 15% des cas. C'est-à-dire qu'en fait, l'HTA ici, elle va débuter avant 30 ans. Donc c'est des cas qui sont sévères parce que ça va être souvent lié à des HTA dites secondaires. Maintenant, on va donc parler des manifestations cliniques, des complications et des évolutions. Donc d'abord des circonstances de découverte. Donc comment le plus souvent on va découvrir qu'un sujet a de l'hypertension artérielle. Donc souvent ça va être en fait au cabinet, le patient il vient par exemple pour un homme motif type grippe ou quoi, enfin pour un truc de routine, il va venir voir son médecin. Le médecin, dans son bilan de routine, il mesure la tension artérielle et il va voir que son sujet est hypertendu. Donc ça va être le plus souvent par le biais donc d'un examen de manière systématique, donc de dépistage quoi. Mais par moment, ça peut être découvert du coup par le biais de symptômes, c'est-à-dire qu'en fait, le patient il vient, il dit oui, en ce moment, docteur, j'ai mal à la tête, surtout le matin, et après ça va se calmer au fur et à mesure de la journée. Je suis fatigué, ou j'ai le nez qui va saigner, je vais avoir des taches dans ma vision. Donc tout ça, c'est des symptômes qui peuvent être liés donc à une hypertension artérielle. Donc c'est pour ça que quand un patient va venir se plaindre de ces symptômes, il faut tout de suite essayer de penser à une hypertension artérielle, même si, attention, c'est quand même assez difficile de lier ces symptômes à l'HTA parce que ces symptômes peuvent être tout simplement liés à toute autre maladie. C'est vraiment pas spécifique d'une HTA. C'est-à-dire qu'une personne qui a mal à la tête, ça peut être tout simplement des migraines. Donc voilà, ou l'asthénie, ça peut être dû, dans le pire des cas, à un cancer par exemple. L'épistaxie, ça peut être dû à un trauma qu'il y a eu au niveau du nez ces derniers temps, et donc voilà. Donc ça, c'est pas vraiment spécifique. Donc il faut juste se dire ça, c'est que l'HTA le plus souvent est découvert donc par un examen systématique au cabinet, mais que par moment il peut y avoir des symptômes, même si non spécifiques, qui peuvent être liés à cette HTA. L'HTA, elle peut avoir pas mal de complications. L'HTA, elle est liée à beaucoup de choses parce que forcément, c'est tous les artères en fait qui vont venir irriguer tous les organes de notre corps. Donc s'il y a un problème au niveau de cette irrigation, de ce débit sanguin qui va venir du coup vasculariser nos différents organes, s'il y a un problème, ça va venir causer des problèmes sur beaucoup d'organes. Donc les complications majeures, donc on va avoir les complications neurosensorielles, donc au niveau du cerveau. Donc le plus souvent ça va être par le biais d'AVC, donc dans 80% des cas des accidents ischémiques, et dans 20% des cas plutôt des hémorragies cérébrales. On peut aussi avoir des encéphalopathies hypertensives, donc ça c'est des urgences, une démence vasculaire, une lacune cérébrale, ou même encore une rétinopathie hypertensive de stade 4, donc en fait avec un œdème papillaire. On peut aussi avoir du coup des complications cardiovasculaires, donc typiquement l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies ischémiques, donc avec le SCA, l'angor, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fibrillation atriale, donc dont l'HTA est la première cause. Donc c'est pour ça que quand un sujet est hypertendu, il faut bien faire attention que les bruits du cœur sont réguliers parce que c'est souvent cause de fibrillation atriale. Bien sûr, la mort subite rentre en compte ici dans les complications parce que quand on est hypertendu, on a 3 fois plus de chances de faire des morts subites. Et bien sûr, les complications artérielles aussi vont rentrer dans le compte ici avec l'AOMI notamment et les sténoses carotidiennes par exemple. On peut donc aussi avoir les complications rénales parce que forcément le cerveau, le cœur et le rein, en fait, ça va être tout simplement les premiers organes qui vont être touchés par un manque de débit. Parce que c'est des organes qui ont besoin d'énormément de débit sanguin pour fonctionner, donc ça va être les premiers organes atteints. Donc les complications rénales, c'est assez compliqué le rein parce qu'en fait, ça va être un cercle vicieux. C'est-à-dire que l'HTA, ça va provoquer en fait simplement une diminution du débit sanguin rénal, donc en fait ça va faire une hypoperfusion rénale, donc en fait ça va provoquer de la néphroangiosclérose et de l'insuffisance rénale, mais cette néphroangiosclérose et cette insuffisance rénale, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait les systèmes de régulation de la tension artérielle, c'est beaucoup médié par le rein. Donc en fait si votre rein il déconne, ces systèmes de régulation vont aussi déconner, du coup ça va aggraver l'hypertension artérielle.
Parce qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, par exemple dans l'exemple du système rénine-angiotensine-aldostérone, ici, en fait, si en fait, on a une hypertension artérielle, mais le système rénine-angiotensine-aldostérone, il va tout simplement déconner, et on va avoir du coup plus d'hypertension provoquée du coup par un système qui va être activé de manière assez anarchique, et donc ça va aggraver l'hypertension artérielle. Du coup, c'est un cercle vicieux, le rein, ici. Et aussi, il faut faire attention au traitement de l'hypertension artérielle, parce que ça a beaucoup d'effets indésirables sur le rein. Donc les traitements, souvent, on va dire que ça a des effets indésirables sur le foie et le rein, mais spécifiquement l'HTA, les traitements de l'HTA, il faut faire très attention au niveau du rein. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on introduit, mais on le verra après, des traitements pour l'HTA, il faut faire très attention à la créate. Donc il faut souvent mesurer en fait la créate dans les premières semaines en fait qu'on a introduit un traitement, et en fonction d'une certaine augmentation de la créate, il faudra enlever ou pas les traitements, parce que la créate, c'est ce qui va déterminer en fait notre rein s'il fonctionne bien. Donc ici, les diurétiques, forcément parce qu'en fait on fait travailler le rein, on fait vider le rein de manière plus forte. Donc en fait ça va aggraver ici l'hypoperfusion rénale, parce que plus on va vider plus on va se vider, moins on va avoir de débit du coup pour le rein. L'IECRA2 c'est pareil, en fait ça va jouer aussi sur l'hypoperfusion rénale, même si dans un sens ça permet une meilleure perfusion rénale, mais il y a toujours ce côté où en fait le rein, il faut se dire que c'est toujours un juste milieu, il faut pas trop, pas assez, parce que ça joue toujours sur ça. Et aussi, j'ai mis aussi l'antihypertenseur inotrope négatif, parce que ça va jouer aussi sur la perfusion rénale. Maintenant, on va donc parler des urgences hypertensives, donc en fait qui vont concerner tout simplement des personnes qui vont avoir de l'HTA sévère, ou qui va tout simplement s'installer très rapidement chez des gens normotendus, qui va être associé, et attention, il faut absolument que ce soit associé à une atteinte aiguë des organes cibles. Et attention, parce qu'ici, du coup, le pronostic vital est fortement engagé. Il ne faut surtout pas, par contre, mélanger l'urgence hypertensive avec la crise hypertensive. C'est-à-dire que la crise hypertensive, c'est une HTA, donc qui va être supérieure à 180-110, mais sans atteinte aiguë des organes cibles. Donc c'est comme ça qu'on différencie les deux cas. Donc crise hypertensive, c'est l'HTA sévère. Donc bien sûr qu'elle est sévère, mais il n'y a pas d'atteinte aiguë des organes. Donc en fait, on va juste avoir cette HTA supérieure à 180-110 et on appelle ça une crise hypertensive. Et l'urgence hypertensive, par contre, ça va être bien notre HTA sévère supérieure à 180-110, mais qui va être associée forcément à une atteinte aiguë des organes cibles. Donc la prise en charge, elle doit être rapide, parce qu'il faut absolument baisser cette tension artérielle pour éviter une atteinte trop forte de nos organes, pour éviter tout simplement un pronostic vital qui est vachement engagé. Mais il faut éviter de trop la baisser, parce qu'en fait, si on baisse trop rapidement notre pression artérielle, en fait, on va avoir nos systèmes d'autorégulation de la pression artérielle qui vont être du coup déréglés. Et donc en fait, on va avoir une hypoperfusion cérébrale, ou cardiaque, ou rénale. Donc en fait, on va avoir l'effet contraire qu'on veut. Au lieu de stabiliser notre patient, au contraire, on va simplement aggraver son état, parce qu'en fait, on va avoir tout simplement une hypoperfusion due à une tension artérielle qui est trop basse. Donc les urgences hypertensives, donc on peut en nommer quelques-unes, elles sont du coup toujours liées à une hypertension artérielle. Donc comme je l'ai dit, ne pas mélanger avec une crise hypertensive. Donc on va avoir typiquement le SCA. Donc en fait, si vous avez une HTA supérieure à 180-110 et un SCA, c'est une urgence hypertensive. Pareil pour l'insuffisance ventriculaire gauche avec un OAP par exemple, une dissection aortique. On peut aussi avoir une encéphalopathie hypertensive, etc. Donc en fait, tous les événements qui vont concerner par exemple le cœur, le cerveau, le rein, des choses qui vont menacer potentiellement un pronostic vital, associés avec une HTA sévère, sont des urgences hypertensives. Donc on va voir les examens paracliniques à faire lors d'une urgence hypertensive pour tout simplement savoir quelle atteinte d'organe on va avoir. Donc bien sûr, comme je l'ai mis en bas, il faut adapter en fonction du contexte. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si votre patient il a des grosses céphalées, etc., on pense directement à une cause cérébrale. Si votre patient, on sent qu'il y a une surcharge, qu'il y a des gros œdèmes, etc., et tout, on va plutôt penser à une cause cardiaque, alors que le rein aussi peut avoir des œdèmes, mais voilà, il faut tout simplement adapter en fonction du contexte. Donc par exemple, pour le rein, ça peut être une anurie, où là, on va se douter que c'est plutôt une cause rénale. Voilà. Même si au niveau cœur-rein, c'est plutôt relié, je suis d'accord. Donc les examens qu'on va faire, ça va être plutôt on peut faire une biologie de routine
avec de l'urée, la créate, les protéinuries. Donc là, tout ça pour chercher tout simplement une cause rénale. Les plaquettes, le bilan de coag pour éliminer une CIVD, donc une coagulation intravasculaire disséminée. La troponine pour éliminer le SCA. Les dosages toxiques, parce que la cocaïne, ça peut provoquer une urgence hypertensive. Donc simplement une hypertension artérielle qui va être hyper sévère due à une prise tout simplement de toxique, qui va du coup venir provoquer une atteinte aiguë de nos organes, comme je l'ai expliqué. La NFS, pour avoir bien sûr nos globules rouges, etc., avec les schizocytes, la bilirubine, l'aptoglobine. Donc ces 4 paramètres, pourquoi on les dose? Parce qu'en fait, on va rechercher une anémie hémolytique et donc les causes de l'anémie hémolytique. Le CG pour le SCA, comme je l'ai écrit, parce qu'on va pouvoir voir avec notamment le sud-décalage du segment ST, la radio du thorax pour l'OAP pour voir s'il y a une surcharge, l'échocardiographie pour voir une fonction ventriculaire gauche pour voir s'il y a une insuffisance ventriculaire, le fond d'œil pour voir du coup le côté encéphalopathie hypertensive, voir s'il y a une rétinopathie hypertensive de stade 4, le scanner et l'IRM cérébral donc pour voir par exemple une cause cérébrale aussi, et l'imagerie aortique pour aussi éliminer une dissection aortique. Voilà. Donc ça c'est les différents examens à faire qu'il faut bien sûr adapter en fonction du contexte et donc de l'état de votre patient. Maintenant du coup on va parler de l'HTA maligne. Donc l'HTA maligne, en fait, ça comprend un mécanisme qui englobe en fait une hypovolémie. En fait, c'est un cercle vicieux, toujours pareil, hein, ça fonctionne pareil, surtout au niveau du rein, du coup, dans ce cas-là ici. Une hypovolémie, en fait, due à notre phénomène de natriurése de pression, du coup, qui va être plus activé, du coup, en fait, qui va permettre une excrétion plus forte de sodium et d'eau, comme je l'en ai parlé tout à l'heure. Du coup, ça va aggraver notre hypovolémie, mais en échange, on va avoir, du coup, un CRAA qui va venir s'activer beaucoup plus et donc hyperaldostéronie secondaire qui va du coup aussi aggraver une hypocalémie qui, attention, la calémie est aussi très dangereuse. Quand on est en hypo ou en hyper, ça peut engager le pronostic vital. Et du coup, par exemple, dans le cas d'une encéphalopathie hypertensive, ici, vu qu'en fait on va avoir cette hypovolémie aggravée à la fois par la natriurése de pression, mais aussi l'hyperaldostéronie secondaire qui va venir agir, et bien, du coup, ça va aggraver notre encéphalopathie hypertensive. Et donc ici, on va contre-indiquer absolument les diurétiques. Donc souvent dans l'HTA maligne, on va avoir un cas de pression artérielle systolique très élevée avec une pression artérielle qui va être supérieure à 210 mm de mercure et une pression artérielle diastolique qui va être supérieure à 130 mm de mercure. Avec souvent du coup des œdèmes parpillaires, une insuffisance ventriculaire gauche, une insuffisance rénale aiguë, des troubles neuro. Donc en fait, on va avoir tous nos organes qui vont être atteints dû en fait à ce cercle vicieux qui s'installe. Donc comme j'ai dit ici, il faut surtout s'inquiéter de l'hypocalémie qui est provoquée par l'hyperaldostéronie secondaire parce que, on le rappelle, le SRAA permet donc une réabsorption de sodium et d'eau, mais en échange excrète plus de potassium. Donc il faut faire attention à ce paramètre ici, avec du coup l'anémie hémolytique régénérative. Donc il faut surtout faire aussi ici attention à la rapidité d'installation et l'évolution, parce qu'on a un risque du coup d'insuffisance rénale qui est ici irréversible et mortel. Parce qu'en fait, vu que votre rein là, il comprend plus rien, il fait à la fois marcher son natriurése de pression et son hyperaldostéronisme secondaire, mais en fait ça va partout à la fois, et donc en fait il y a une insuffisance rénale qui s'installe et qui peut être irréversible et donc mortelle ici. Donc là, maintenant qu'on a vu tout ce qui était différents types d'HTA, donc que ce soit maligne, urgence hypertensive, les différentes complications qui en découlaient, etc., on va voir maintenant donc, le bilan initial d'un hypertendu. Donc, c'est-à-dire, quand on a une hypertendu devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme bilan? Donc déjà, comme on a dit, le côté dépistage est très important dans l'hypertension parce que c'est le plus majoritairement comme ceci que l'on dépiste, enfin que l'on diagnostique une hypertension artérielle, c'est par le dépistage. Donc comme je le rappelle, la pression artérielle, donc on estime qu'on est hypertendu quand on a une pression artérielle au cabinet supérieure à 90 mm de mercure au cabinet médical. Et donc, comme je l'ai dit, ça doit être confirmé à l'extérieur du cabinet par une automesure tensionnelle ou une MAPA avant de débuter un traitement, sauf donc dans le cas, comme je l'avais dit avant, d'une urgence hypertensive où on a une atteinte aiguë des organes avec une HTA sévère, donc 180-110. Une fois du coup qu'on a confirmé notre hypertension artérielle, donc on a mesuré au cabinet et on a confirmé par une automesure tensionnelle ou une MAPA, eh bien on doit préciser quel grade déjà forcément de l'hypertension notre patient est, c'est-à-dire donc on l'avait vu, l'HTA stade 1, stade 2, stade 3, donc il faut préciser ce stade, le risque cardiovasculaire avec du coup les différents facteurs de risque qu'il a, donc s'il a du diabète, s'il a une dyslipidémie, du coup forcément il va avoir, s'il fume, etc., il va avoir plus de risques cardiovasculaires. Donc on va
évaluer ça. On va aussi évaluer les atteintes d'organes, donc s'il a une insuffisance rénale, s'il a des œdèmes papillaires, donc synonyme d'atteinte cérébrale, etc. Les facteurs aggravants, et toujours penser à l'HTA secondaire, c'est-à-dire une hypertension qui va être due au rein ou au surrénal. Donc déjà, la pression artérielle de consultation. Donc déjà, on commence par une mesure au stéthoscope. Donc là, on parle de quelque chose, du coup, le stéthoscope, donc c'est le côté, donc c'est le manuel, tout simplement, pardon. Donc la pression artérielle systolique, elle va correspondre au premier bruit que vous allez entendre quand vous allez, du coup, faire fonctionner l'appareil. Donc c'est le bruit donc, de la phase 1 de Korotkov, et la disparition des bruits, donc c'est la phase 5 de Korotkov, elle va correspondre à votre pression artérielle diastolique. Donc en gros, le premier bruit que vous allez entendre, donc à la valeur où ça va être votre premier bruit, ça va déterminer votre pression artérielle systolique. Et lorsque vous allez avoir la disparition des bruits, ça va correspondre à la pression artérielle diastolique. Mais aujourd'hui, on va plus mesurer aussi par brassard électronique, donc qui va mesurer automatiquement par un appareil du coup électronique la tension artérielle. Donc les recos au niveau de la mesure de la pression artérielle, donc c'est un sujet bien sûr au repos, il ne faut pas du coup qu'il ait fait de l'activité avant, donc au moins depuis 5 minutes, donc à distance de tout effort physique, de prise de stimulants, donc type caféine, type tabac, etc., depuis au moins 30 minutes. Il faut faire donc 3 mesures espacées de 1 à 2 minutes. Et après, on va faire la moyenne de toutes ces mesures pour déterminer du coup notre pression artérielle. Il faut bien sûr faire ici attention à l'asymétrie tensionnelle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va mesurer aux 2 bras. Et s'il y a par exemple une différence de 10, souvent ça va être une différence de 10, on va déterminer qu'il y a une asymétrie tensionnelle. Donc dans ce cas-là, on va garder la pression artérielle du bras la plus élevée. Voilà. On va aussi rechercher forcément une hypotension orthostatique, très fréquente chez les personnes âgées. Donc comment on la mesure ? On mesure la pression artérielle de la personne assise, puis on la fait lever. On mesure la pression artérielle à 0, 1 et 3 minutes. Et si entre la pression artérielle du coup assise et la pression artérielle en fait à 0, 1 et 3 minutes, il y a une baisse de 20 mm de mercure de la pression artérielle systolique et de 10 mm de mercure de la pression artérielle diastolique, on a un diagnostic d'hypotension orthostatique qui est confirmé. C'est-à-dire que là, il faudra faire des thérapeutiques en fonction. Donc ici, bien sûr, comme je l'ai expliqué, il faut faire attention à l'effet blouse blanche, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une pression artérielle qui va augmenter automatiquement dès qu'on va être chez le médecin, alors que chez nous, on va avoir une tension artérielle qui va être tout simplement normale. L'HTA ambulatoire isolé, en fait, ça va être tout simplement de l'hypertension qui va être présente uniquement chez lui, alors que chez le médecin, ça va être normal. Donc là, il faut faire aussi attention à ça. Et les patients diabétiques, bien sûr, parce qu'ils vont tendance à avoir de la médiacalcose au niveau des artères, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des calcifications. Et donc, en fait, on va avoir, si on mesure au niveau de ces calcifications la pression artérielle, donc avec un brassard ou quoi, eh bien, ça va du tout fausser totalement le résultat. On va avoir une pression artérielle qui va être beaucoup plus élevée que si on mesure sur des artères simplement normales où il n'y a pas de calcification. Donc il faut faire attention à ça. Donc maintenant, une fois qu'on a confirmé du coup notre pression artérielle, enfin qu'on a eu notre pression artérielle au cabinet qui était élevée, du coup on peut faire 2 choses, soit la MAPA, soit la MT. La MAPA, donc on va mesurer, donc c'est par un appareil qu'on va mettre sur le patient, ça va mesurer la pression artérielle sur 24 heures. Et donc en fait, je crois que ça la mesure toutes les 15 minutes en journée et toutes les 30 minutes la nuit. En fait, c'est un brassard qu'on va mettre autour et en fait, ça va la mesurer automatiquement toutes les 15 minutes en journée et toutes les 30 minutes la nuit. Et donc là, du coup, les valeurs, comme je dis, vont être différentes parce que chez nous, on est considéré comme moins tendu qu'au cabinet, donc on va être plus regardant sur les valeurs, donc on va être moins tolérant. Donc l'APA, si elle est supérieure à 130-80 mm de mercure sur 24 heures, on détermine que notre sujet est hypertendu. Si l'APA est supérieure à 135-85 en période de jour, on dit que c'est hypertendu. Et si l'APA est supérieure à 120-70 en période de nuit, parce qu'en période de nuit, notre tension artérielle elle diminue, eh bien, on dit que notre sujet est hypertendu. Sachant que l'APA nocturne, attention, elle est plus précise que celle en journée pour évaluer du coup le risque cardiovasculaire. Maintenant, l'automesure tensionnelle, donc là, ça va être une mesure pas qui va être automatique,
donc comme la MAPA, ça va être une mesure qui va être faite par le sujet lui-même. Donc en fait, on va demander à notre patient de se mesurer la tension artérielle 3 fois le matin, 3 fois le soir avant le coucher, pendant 3 jours. Donc là, ça va être beaucoup d'éducation du patient. C'est-à-dire qu'il faut un appareil qui soit bien, qui soit conforme, semi-automatique, avec donc un brassard intégré, etc. et tout, qui soit adapté bien sûr à la taille du bras du patient. Forcément, ça va de soi. Et donc, c'est l'examen, bien sûr, en France, là, qui est actuellement recommandé le plus pour la confirmation du diagnostic d'HTA, parce que c'est le plus simple, c'est le patient qui se le fait lui-même. Il adhère du coup plus au processus de mesure de la tension, et donc c'est mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire 3 mesures à 2 minutes d'intervalle donc entre chaque mesure, le matin, du coup 20 minutes après que le patient se soit levé, avant toute prise de petit déjeuner ou de traitement, et le soir avant le coucher, du coup aussi on va faire ces 3 mesures à 2 minutes d'intervalle, et du coup tout ça pendant 3 jours. Donc au total ça nous fait 18 mesures, et donc on demandera au patient de noter dans un tableau la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et sa fréquence cardiaque. Et là ici l'HTA elle est définie par une pression artérielle qui va être supérieure à 135/85. Tout simplement. Donc du coup, en fait, vos 18 mesures, au final, vous allez faire une moyenne et en fait, c'est ça qui va définir si votre patient est hypertendu ou pas. Si votre moyenne elle est supérieure à 135/85 mm de mercure, c'est que votre patient est hypertendu. Donc c'est ça, du coup, l'automesure à domicile. Donc maintenant qu'on a du coup vraiment confirmé notre hypertension du coup chez notre patient, on va du coup évaluer, comme on en a parlé, notre patient. Donc on va faire le bilan étiologique et la gravité, donc s'il a une atteinte aiguë d'organes, on en a parlé avant, avec les urgences hypertensives, etc. Donc à l'interrogatoire, on va du coup déjà commencer à se poser la question de l'ancienneté de l'HTA, donc si ça fait 2 ans qu'il est hypertendu, parce que voilà, on peut récupérer des patients dans notre cabinet et son antécédent c'est de l'hypertension, donc on réévalue notre patient et il nous dit depuis combien de temps il est hypertendu par exemple. Donc les facteurs de risque associés, donc type comme je l'ai déjà dit, dyslipidémie, diabète, insuffisance rénale, etc. On va regarder aussi les antécédents, les symptômes évocateurs de l'atteinte d'organes cibles. Donc ça fait partie du bilan de gravité. Donc par exemple, s'il a une douleur à la poitrine, on va plus se méfier d'un SCA. Les céphalées pour le cerveau, par exemple les palpitations pour s'il y a une fibrillation atriale pour le cœur, la soif pour le rein. Et surtout aussi, comme je l'ai dit, le symptôme évocateur d'une hypertension artérielle secondaire. Donc par exemple, on va regarder s'il y a une histoire familiale de néphropathie. Donc s'il y a déjà des gens dans sa famille qui ont une HTA secondaire, ça joue forcément dessus. S'il y a une maladie rénale, si le patient prend des médicaments qui ne sont pas forcément néphroprotecteurs, etc. Donc on a fait notre interrogatoire, maintenant on va faire l'examen clinique. Donc on va rechercher du coup à l'examen clinique maintenant, au lieu de... Enfin, on l'a fait à l'interrogatoire, maintenant on va rechercher à nouveau nos signes évocateurs d'atteinte d'organes cibles à l'examen clinique. Donc on va rechercher par exemple pour le cerveau s'il y a des souffles carotidiens, s'il y a des déficits moteurs sensitifs, on va regarder l'anomalie s'il y a des anomalies du fond d'œil, donc s'il y a des œdèmes papillaires, etc. On va regarder si notre patient est tachycarde, s'il a des œdèmes des membres inférieurs, s'il a des extrémités froides, l'asymétrie des pouls, etc. On va du coup à l'examen clinique pour la recherche d'HTA secondaire, on va regarder si les reins sont plutôt palpables, s'il a des gros reins donc, s'il a des souffles aussi au niveau abdos et précordial, et s'il y a des éléments du coup du syndrome de Cushing. Donc du coup dû à une anomalie au niveau des surrénales, ici là. Et on va regarder bien sûr s'il y a une obésité viscérale, donc en mesurant l'IMC du patient, le tour de taille, parce que c'est un fort risque d'hypertension artérielle. Du coup on a fait notre examen clinique. On va donc céder d'examens complémentaires. Donc là, ici, dans l'évaluation initiale de notre patient hypertendu, les examens complémentaires systématiques à faire, c'est la glycémie à jeun, avec du coup l'hémoglobine glyquée, qui est d'ailleurs plus révélatrice que la glycémie à jeun pour le diabète, donc pour savoir si notre patient est diabétique, le cholestérol total, l'HDLC, les triglycérides et le LDL, pour savoir du coup s'il y a une dyslipidémie. Donc ça rentre dans la recherche de facteurs de risque pour les événements cardiovasculaires. On va rechercher du coup l'anatrémie, les calémies par rapport au SRAA, etc., s'il n'y a pas un hyperaldostéronisme, etc. L'hémoglobine, l'hématocrite et l'uricémie, donc comme je vous l'ai parlé tout à l'heure pour tout ce qui va être coagulation intravasculaire disséminée, etc. La créate pour la fonction rénale. Donc on va faire un rapport albucréate, donc en fait on va un peu plus loin que la créate
que s'il y a de la protéinurie. Donc en fait, si on va avoir de la protéinurie et de la créate, on va faire en plus le rapport albucréate. Par contre, on va faire le rapport albucréate directement d'office si le patient est diabétique. L'ABU pour voir du coup si il y a des leucocytes, des hématies, etc. pour voir du coup s'il y a un trouble au niveau de la fonction rénale. Si la BU est positive, on va la quantifier par ECBU. Et le CG de repos pour savoir du coup s'il y a de l'AFA, du SCA, etc. Maintenant, les autres examens du coup qui là sont pas systématiques, on va adapter en fonction du contexte. Ça va être l'échocardio. Par exemple, si on a des anomalies à l'ECG, type de onde Q de nécrose, des troubles de la repolarisation avec des ondes T, etc. On va faire en plus une échocardio pour voir la fonction ventriculaire, etc. L'échodoppler carotidien, si par exemple on a des souffles carotidiennes, tout bête. L'IPS, si on a des signes d'AOMI. Le fond d'œil, donc on va le faire si par exemple là, dans ce cas-là, s'il y a une HTA grade 2 et 3 et le patient est diabétique, on va faire un dépistage assez récurrent du fond d'œil, pas forcément tous les ans il me semble, mais on va le faire assez souvent, surtout chez les patients diabétiques du coup. Et les bêta-HCG, bien sûr, si suspicion de grossesse, parce que en fonction si notre patiente du coup est en période de grossesse ou non, on va agir différemment. L'avis spécialisé d'emblée, ça va être le cas, donc si on a une HTA sévère, on en a parlé tout à l'heure, donc supérieur à 190, 110, donc là il est marqué 10, mais c'est bien 110, hein, et surtout s'il y a de l'apparition brutale. L'âge inférieur à 30 ans, attention, c'est warning plus parce que là c'est souvent le cas d'une HTA secondaire. L'HTA avec hypocalémie, du coup, forcément, parce que ça va être évocatrice d'HTA maligne, comme on en a parlé tout à l'heure, et les situations cliniques qui vont bien sûr évoquer une HTA secondaire, comme on en a parlé tout à l'heure, avec les gros reins, etc., les souffles abdos, etc. Donc là, on a pu évaluer notre patient hypertendu. On a tout regardé, on a fait les examens complémentaires, etc. et tout, les facteurs de risque, s'il y avait des signes de gravité, etc. Maintenant, donc on va parler du coup, de l'HTA secondaire. L'HTA secondaire qui est du coup assez importante, qui va être souvent présente sur des cas donc inférieurs à 30 ans, etc. Donc un peu de manière assez atypique. Donc comment on va le dépister? Donc le dépistage, déjà on le réalise sur point d'appel ou s'il y a de l'HTA sévère. Donc par exemple, il y a une PA supérieure à 180-110, donc comme on l'a dit tout à l'heure, d'apparition brutale, bien sûr. Un âge inférieur à 30 ans, souvent, on va se méfier d'une HTA secondaire. HTA avec hypocalémie, parce que ça voudrait dire que c'est d'une cause rénale, parce qu'en fait, on va avoir, comme je vous l'avais dit, l'hyperaldostéronisme qui va faire baisser le potassium, donc hypocalémie. Donc une HTA associée avec une hypocalémie, il faut se méfier d'une HTA secondaire. Et l'HTA résistante, parce que lorsqu'on est sur une HTA secondaire et qu'on traite par exemple par inotropes négatifs, donc qui vont faire baisser la fonction cardiaque, ça va pas agir vraiment sur la cause qui provoque l'HTA, qui là ici est le rein. Donc ça va être résistant au traitement qu'on va donner de base, par exemple dans l'HTA classique. Donc les causes les plus fréquentes d'HTA secondaire, ça va être clairement la néphropathie glomérulaire et la polykystose rénale. On va souvent les suspecter lorsqu'on va avoir des masses abdominales, qu'on va pouvoir palper des masses abdominales bilatérales, donc souvent parce que les deux reins sont affectés souvent. Et donc dans ce cas-là, on va réaliser une échographie abdominale qui va pouvoir nous éclairer sur du coup la taille des reins, s'il y a un obstacle, etc. Et les examens complémentaires qu'on va pouvoir faire dans ces cas-là de néphropathie glomérulaire et de polykystose rénale pour dépister du coup une HTA secondaire, ça va être la créate, la protéinurie, les sédiments urinaires pour voir s'il y a des hématies et leucocytes, donc pour mieux évaluer la fonction rénale et donc vraiment confirmer s'il y a du coup une HTA secondaire due à une cause rénale. Donc ça c'était les causes les plus fréquentes. Donc l'HTA rénovasculaire, on va la suspecter plus parce que là du coup c'était une HTA du coup vraiment d'origine rénale, c'est-à-dire que on va avoir clairement une néphropathie glomérulaire et une polykystose rénale. Donc c'est une atteinte du rein directement. Là, une HTA rénovasculaire, c'est d'abord une atteinte artérielle, donc de l'artère rénale, qui va après provoquer, bien sûr, une néphropathie glomérulaire, enfin qui pourrait provoquer une néphropathie glomérulaire et donc s'inscrire dans le cadre de la diapo d'avant. Mais l'HTA rénovasculaire, on va donc c'est une atteinte de l'artère rénale. On va la suspecter, surtout s'il y a
de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou s'il y a des facteurs de risque d'artérosclérose. Donc en gros, tout ce qui va toucher aux artères. Voilà, donc l'AOMI et l'artérosclérose, parce que ça touche vachement les artères. Et surtout l'AOMI, parce que l'AOMI, ça va pas mal toucher les artères rénales. Donc souvent dans la HTA rénovasculaire, ça va être une thrombose du tiers proximal de l'artère rénale qui va être le plus fréquent. Et donc ça va être souvent chez les sujets vieux. Alors que la dysplasie fibromusculaire, qui est plus rare, va elle toucher les 2 tiers distales de l'artère rénale, et ça va être plutôt chez les femmes jeunes. Donc il faut toujours opposer du coup la thrombose du tiers proximal, donc surtout chez les vieux, qui va toucher le tiers proximal, et la dysplasie fibromusculaire, qui va toucher les 2 tiers distales, et plutôt chez les femmes jeunes. Donc l'HTA rénovasculaire, le diagnostic, du coup, on va pouvoir le faire soit de manière clinique, donc il y a un souffle abdominal latéralisé, ou un œdème aigu pulmonaire récidivant sans cause cardiaque. Donc pourquoi ? Parce que vu que c'est de cause artérielle, on peut percevoir un souffle qui va du coup nous indiquer qu'il y a par exemple des plaques athéromateuses au niveau de l'artère. Biologiquement, on pourra le voir s'il y a une hypocalémie avec un hyperaldostéronisme secondaire ou s'il y a une insuffisance rénale. Donc on va rechercher la créate. S'il y a du coup des troubles du potassium dus à une activation anarchique du SRAA. Donc là aussi, c'est signe d'HTA rénovasculaire. L'échographie, du coup, pour bien sûr qualifier la taille des reins, une occlusion artérielle. Donc là, vous voyez, petit à petit, on monte de plus en plus dans les examens. Donc le clinique, c'est ce qu'on peut faire plus facile, mais c'est moins précis forcément qu'une biologique, et moins précis qu'une échographie, etc. On va pouvoir du coup, donc la confirmation, donc dès qu'on a un doute avec le manière clinique, biologique et échographique, on va confirmer ça par un angioscanner abdo. Donc c'est l'examen de première intention si on a un doute sur une HTA rénovasculaire. Ou une IRM abdo si contre-indication, un scanner. Et donc l'angioscanner va directement nous dire s'il y a une occlusion artérielle, etc. L'artérographie, elle est très bien parce qu'elle permet directement aussi de voir qu'il y a une occlusion, mais elle va être plus réalisée s'il y a un objectif de revascularisation. Voilà, on va plus le faire dans le cas d'une revascularisation, on va pas le faire du tout dans le cas d'un diagnostic. Donc le traitement médicamenteux, il va se faire par de l'aspirine et de la statine. Donc c'est la bithérapie pour le côté de l'artérosclérose, les antihypertenseurs forcément parce qu'on va diminuer l'HTA, et les mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Et la revascularisation, on la fera en fonction si ça marche pas, on va plus tendance à le faire en fonction d'un contexte. Mais d'abord, le traitement médicamenteux qu'il faut que vous reteniez à fond, c'est le côté du coup, on va traiter les facteurs de risque d'artérosclérose par statine, aspirine et antihypertenseurs, et les mesures hygiéno-diététiques. Donc là, maintenant qu'on a vu les causes rénales ou rénovasculaires d'hypertension artérielle secondaire, on va voir les causes surrénaliennes. Donc là, le phéomochromocytome, qui est quand même une cause très très rare d'hypertension, parce que le phéomochromocytome va être associé quand même à une hypertension artérielle que dans 70% des cas. Donc c'est assez fréquent, mais le phéomochromocytome est quand même assez rare, donc c'est rarement qu'on a une HTA secondaire par le biais d'un phéomochromocytome. Donc dans le phéomochromocytome, on va avoir cette triade de Ménard avec céphalée, sueur, palpitation, et le phéomochromocytome peut être associé à des affections familiales, telles que la NEM2, la maladie de von Hippel-Lindau, la neurofibromatose de type 1 et les paragangliomes familiaux. Donc le diagnostic du phéomochromocytome, il va se faire essentiellement par dosage urinaire, donc en dépistage, des méthanéphrines et des catécholamines. Si on a une augmentation qui n'est pas vraiment significative, on peut faire un test de simulation au glucagon ou un test de frénation à la clonidine, mais ou sinon, voilà, la confirmation, ça va être toujours par scanner IRM. On va pouvoir voir ça avec un hypersignal, notamment en T2. Le traitement, ça va être par alpha-bloquant et bêta-bloquant. Et l'exérèse, elle est possible si on a une poussée hypertensive due à ce phéomochromocytome. Donc à une hypertension une hypertension supérieure à 180-110. Autre cause surrénalienne, l'hyperaldostéronisme primaire, donc dû à un syndrome de Cohn. Donc en fait, ça va être un adénome surrénalien dans 30% des cas ou une hyperplasie bilatérale surrénale dans 70% des cas qui va provoquer un hyperaldostéronisme primaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation de l'aldostéronémie et donc l'aldostérone qui augmente, ça va augmenter du coup la pression artérielle vu que l'aldostérone stimule la réabsorption de sodium et d'eau. Donc on va le dépister par calémie. Donc vu que l'aldostérone diminue le potassium par son excrétion
plus prononcée, on va donc avoir une hypocalémie. Donc dès qu'on a une hypocalémie, il faut absolument rechercher une association avec une HTA pour pouvoir lier ça avec possiblement un syndrome de Cohn. Donc comme je vous dis, une augmentation de l'aldostérone, avec là par contre une baisse de la rénine, c'est la différence avec le système rénine-angiotensin-aldostérone, enfin l'activation classique du SRAA plutôt, parce que dans le cas d'un syndrome de Cohn, on va avoir l'aldostérone qui va directement être fabriquée, alors que la rénine, elle ici, elle va pas être fabriquée, elle va pas être produite, ça va être que l'aldostérone. Donc attention, on dose ces paramètres-là que après un arrêt des traitements anti-aldostérone depuis au moins 6 semaines. On localise, pareil que le phéomocrocytome, la tumeur par scanner ou IRM des surrénales, et on traite soit par cathétérisme des veines ou ablation, avec bien sûr au préalable un traitement du coup par spironolactone ou éplérénone si gynécomastie. Autre du coup étiologie de type surrénalienne, donc endocrinienne, on peut avoir donc qui peut provoquer une HTA secondaire, ça va être simplement les syndromes de Cushing avec les pseudo-hyperaldostéronismes et avec une rénine ici et une aldostérone basse. Donc là, ça va être, donc il faut bien se mettre en tête le SRA avec rénine aldostérone haute, donc le SRA classique, le syndrome de Cohn qui va avoir une aldostérone haute, rénine basse, et le syndrome de Cushing avec rénine aldostérone basse. L'acromégalie aussi va provoquer une HTA secondaire et l'hyperthyroïdie aussi. La coarctation aortique peut aussi provoquer une HTA secondaire, donc ça va être souvent présent chez l'enfant et l'adulte jeune. Le diagnostic va se faire sur un souffle mésosystolique ou parasternal gauche ou dans le dos, avec des poux fémoraux absents. Donc ça, c'est le signe clinique majeur à rechercher chez tout enfant, nourrisson, dès le début, quand le bébé va naître. C'est dans l'examen clinique du nourrisson, l'une des premières choses à regarder si les poux fémoraux sont présents. Parce que s'ils sont absents, c'est un signe assez significatif de coarctation aortique. Il faut direct s'inquiéter si on n'a pas des poux fémoraux présents chez un nourrisson. Et donc dans la coarctation aortique, on va souvent avoir une hypertension artérielle au membre sup, associé bien sûr à une pression artérielle qui va être basse au membre inférieur, parce que je le rappelle, une coarctation aortique, du coup c'est le fait qu'en fait on va avoir une hypertension une tension assez élevée au niveau des membres supérieurs, alors que du coup on va en avoir une très très basse au niveau des membres inférieurs. Donc le diagnostic on va le confirmer par échocardiographie ou une IRM, donc surtout une IRM++. On peut aussi faire une radio du thorax, qui peut nous montrer des signes pas forcément très spécifiques, mais ça peut nous montrer des érosions des sarcs costaux postérieurs qui peuvent du coup plus nous orienter vers une coarctation aortique. Et le traitement va être tout simplement chirurgical ou endoluminal par une endoprothèse. Le syndrome d'apnée du sommeil est aussi une cause d'HTA secondaire, surtout chez les patients obèses, avec une HTA qui va être ici résistante. Donc c'est des patients qui vont être classés non deeper, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de baisse nocturne de la pression artérielle parce qu'ils vont seulement faire des apnées du sommeil. Donc en fait, on va avoir tout simplement une tension qui va être élevée même la nuit. Donc le diagnostic il va se faire par polysomnographie, donc un appareil qu'on va placer la nuit pour évaluer tout simplement si le patient fait des apnées, et on décide de faire un traitement par appareillage si l'indice de l'apnée surhypopnée est supérieur à 30 par heure. Les médicaments ou les substances qui vont aussi augmenter la pression artérielle. Donc si votre patient a des médicaments ou prend des substances de ce type-là, ça peut aussi provoquer de l'HTA du coup qui est ici secondaire. Il faut aussi du coup se méfier. Donc les médicaments et les substances qui vont avoir une action vasopressive, ça va être souvent les anti-angiogéniques, l'alcool, la cyclosporine, tacrolimus, les cocaïnes, les amphétamines, on en a parlé tout à l'heure, les contraceptifs oraux et les corticoïdes, et etc. etc. Et pour finir sur l'HTA secondaire, on va donc parler de l'HTA gravidique, donc là qui concerne la femme enceinte. Donc ça va provoquer tout simplement, donc c'est une hypertension tout simplement chez la femme enceinte, et ça va provoquer une anomalie du développement du trophoblast entre notamment la 16e et la 22e semaine d'aménorrhée. Donc souvent chez les femmes primipares, donc après 35 ans, qui sont souvent avoir être de peau noire ou être obèses, avec des terrains plutôt athéromateux, voire des grossesses gémellaires aussi. Donc les complications, ça va être souvent donc, des éclampsies avec des crises convulsives. On peut aussi avoir des complications de type rénal, cardiaque, des retards de croissance ou des morts fœtales, un hématome rétroplacentaire ou encore le HELP syndrome. Donc l'hospitalisation dans ce cas-là elle va être requise parce que dans le cas d'une HTA gravidique, donc chez une femme enceinte, on va souvent avoir des HTA sévères avec une pression artérielle systolique supérieure à 160 mm de mercure ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Et si on a une protéinurie aussi, il faut s'inquiéter chez une femme enceinte. Donc c'est pour ça que le traitement
il va être par l'abétolol, ni cardipine, ni fédipine ou encore alpha-méthyldopa pour permettre de diminuer la pression artérielle. Sachant que, attention, les IEC, les ARA2 ou encore les diurétiques sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Donc on n'utilise pas ça pour faire baisser la tension artérielle chez la femme enceinte. On va donc passer maintenant à dans les dernières parties de ce diaporama avec donc les traitements. Donc déjà, quand et comment débuter le traitement antihypertenseur? Donc déjà, il y a la consultation d'annonce où il faut annoncer du coup que notre sujet est hypertendu et quelle thérapeutique on va installer. Donc une fois qu'on a diagnostiqué l'hypertension chez notre sujet, donc on a bien eu notre tension qui était élevée au cabinet, qu'on a confirmé par automesure tensionnelle ou MAPA, on va faire une consultation d'annonce qui va du coup nous permettre déjà d'informer sur les risques liés à l'HTA, donc tout ce qui va être risque par exemple cardiovasculaire avec l'athérome, etc. et tout. Expliquer les bénéfices du traitement, donc typiquement de réduire les risques cardiovasculaires, donc de gagner de l'espérance de vie, de fixer l'objectif du traitement, donc ça peut être des objectifs tensionnels, etc. D'établir un plan de soins à court et long terme et favoriser l'adhésion du patient. Sachant que les mesures hygiéno-diététiques sont mises en place tout de suite après, donc quel que soit le stade de l'hypertension de notre sujet, les mesures hygiéno-diététiques vont toujours être présentes. Donc ça va être faire du sport, manger mieux. Et en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire et du niveau d'HTA, du coup, on doit avoir un objectif tensionnel qui doit être atteint forcément par un contrôle à 6 mois. Donc on va avoir un objectif tensionnel que à 6 mois, donc après 6 mois de cette consultation d'annonce, il faut que cet objectif tensionnel soit atteint. Donc ça va être soit par le biais d'un traitement, soit par le biais de mesures hygiéno-diététiques. Ensuite, donc là, on peut voir, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire en fonction de la tension de notre patient et aussi de à quel risque cardiovasculaire il se situe. Parce qu'en fonction de s'il fume, s'il a une dyslipidémie, son poids, son sexe, il ne va pas avoir le même risque cardiovasculaire. Donc, en fonction de son risque, on va débuter plus ou moins tôt un traitement. Donc par exemple là, sur une normale haute avec une PAS du coup entre 130 et 139 mm de mercure ou une pression artérielle diastolique entre 85 et 89 mm de mercure, on va en général uniquement commencer par des mesures hygiéno-diététiques, mais on va quand même traiter les patients qui vont être à très haut risque cardiovasculaire, donc typiquement ceux qui ont déjà eu présenté un épisode de SCA. Sur les patients avec un HTA du coup grade 1, donc entre 140 et 160 et une PAD entre 90 et 99, on va faire des mesures hygiéno-diététiques aussi forcément, donc ça c'est toujours pareil, mais on va traiter immédiatement chez les sujets à haut ou très haut risque, donc là on inclut le haut au lieu de mettre que le très haut par rapport à la normale haute, et donc là on contrôle à 3 et 6 mois, et si à 3 mois ce n'est pas contrôlé, on va mettre un traitement. Si on a juste utilisé des mesures hygiéno-diététiques pendant 3 mois, à 3 mois, on met des traitements. Donc après, pareil pour la HTA de grade 2, on va du coup traiter en fait plus tôt. En fonction de si votre hypertension est plus forte, on va traiter plus tôt l'hypertension par un traitement médicamenteux. Mais de base, on fait toujours des mesures hygiéno-diététiques. Donc les objectifs tensionnels, donc on recommande chez tout hypertendu forcément d'obtenir une pression artérielle du coup forcément en dessous du seuil de l'hypertension, donc soit une pression artérielle systolique de 140 mm de mercure, inférieure à 140 mm de mercure, et une pression artérielle diastolique inférieure à 80 mm de mercure, du coup à 3 mois cabinet médical. Parce que quand on fait une consultation d'annonce chez un patient, on refait une consultation 3 mois après pour voir où en est la tension. Déjà rien qu'avec soit la mise en place de mesures hygiéno-diététiques ou même de traitements médicamenteux. Donc chez les patients entre 18 et 69 ans, on va avoir un objectif de pression artérielle systolique inférieur entre 120 et 130 mm de mercure, et on va être un peu plus tolérant avec les patients depuis 70 ans où l'objectif va être une PAS inférieure à 140. Et on peut aller jusqu'à 130 s'il n'y a pas forcément de mauvaise tolérance des traitements, etc. Et chez les personnes de plus de 80 ans, on va être encore plus tolérant parce qu'on va tolérer une pression artérielle systolique inférieure à 150. Mais il faut surtout éviter chez ces personnes-là l'hypotension orthostatique et ne pas dépasser une trithérapie. Donc la combinaison des stratégies thérapeutiques, donc notre plan de soins initial, donc le traitement de l'HTA, du coup, le plus important, ça va être durant les 3-6 premiers mois où on va avoir un contrôle très régulier, du coup, avec la mise en place des premières thérapeutiques. Donc
ça va reposer sur 4 approches qui vont être complémentaires entre elles. Donc déjà, forcément les mesures hygiéno-diététiques qui sont mises en première intention. On va traiter les facteurs de risque, c'est-à-dire que s'il y a de la dyslipidémie, on va traiter par exemple par statine ou par fibrate, etc., les différents types de dyslipidémie. Le diabète, on va le traiter par de l'insuline, et on va traiter les facteurs de risque qui jouent sur aussi la tension. Les traitements médicamenteux, donc comme on l'a dit, on va la mettre en place plus ou moins tôt en fonction du grade de notre hypertension ou si elle a été corrigée au bout de 3 mois. L'éducation thérapeutique aussi, forcément, parce que l'observance est très importante dans l'hypertension. Et du coup, les visites au cabinet, elles vont être mensuelles jusqu'à l'obtention de l'objectif tensionnel. Sachant que l'objectif, il va être établi à 3 et à 6 mois, mais du coup, le patient doit venir tous les mois pour contrôler sa tension. Mais on veut établir un réel objectif qu'à partir du 3e et du 6e mois. Les mesures hygiéno-diététiques, du coup, forcément, ça concerne absolument tous les patients. Voilà, c'est utile pour tout le monde. C'est pas comme les traitements médicamenteux, on va pas forcément le mettre à tout le monde parce que certains ont juste besoin de ces mesures hygiéno-diététiques. Par contre, voilà, tous les patients ont droit à ces mesures hygiéno-diététiques. Donc ça permet du coup de diminuer la pression artérielle, de contrôler aussi les facteurs de risque parce que ça va aussi avec les dyslipidémies et le diabète, de manger moins sucré, moins gras, etc. Et du coup, forcément, on va diminuer le risque cardiovasculaire et on va permettre aussi d'éviter de mettre trop de médicaments parce qu'on sait que mettre trop de médicaments c'est pas forcément bon et que si on peut déjà se limiter à ces mesures hygiéno-diététiques, c'est déjà très bien. Donc déjà on va avoir l'arrêt du tabac, on va réduire le poids donc avec un IMC inférieur à 25, l'alcool du coup qu'on va essayer de réduire aussi, l'activité physique du coup supérieure à 30 minutes et 5 fois par semaine, plus de 5 fois par semaine, une réduction d'apport sodé parce que le sel fait monter la tension artérielle, donc on va être sur une réduction inférieure à 6-8 grammes par jour, et un apport alimentaire enrichi en fruits et légumes, et diminution d'apport en graisses saturées, en cholestérol, et on va favoriser aussi l'alimentation par le poisson avec les oméga 3. Donc en gros, ça se résume à du régime méditerranéen qui est très très bien pour les mesures hygiéno-diététiques. On conseille vraiment un régime méditerranéen. C'est très important d'opter pour ce régime. Les traitements médicamenteux antihypertenseurs. Donc le principal bénéfice, bien sûr, c'est dans la baisse de la pression artérielle. Donc là, c'est quand les mesures hygiéno-diététiques n'ont pas suffi, par exemple, au bout de 3 mois, ou que notre sujet est trop à risque cardiovasculaire et qu'on est obligé de mettre un traitement directement. Donc c'est recommandé du coup de débuter directement par une bithérapie, donc souvent un seul comprimé. On va avoir 2 molécules, un seul comprimé. Donc il y a 5 classes thérapeutiques qui ont été jugées efficaces contre l'hypertension. Donc on va avoir les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc attention là à bien contrôler la créatine, la kaliémie, la natrémie 1 à 4 semaines après l'initiation, parce que si on a une augmentation de plus, il me semble, de 25% de la kaliémie à 1 et 4 semaines, c'est une indication à un arrêt du traitement. C'est normal qu'elle monte légèrement au départ, parce que l'IEC va tout simplement réduire le débit sanguin rénal, mais il ne faut pas qu'elle monte trop. Les ARA2, pareil, donc c'est une alternative aux IEC, donc il va falloir aussi contrôler la créatine, la kaliémie, la natrémie 1 à 4 semaines après l'initiation de ce traitement. Les bêta-bloquants, mais qu'ils sont jugés quand même moins efficaces dans le traitement de l'hypertension, vont plus être utilisés après un événement cardiovasculaire. Et les diurétiques thiazidiques, où là aussi il va falloir contrôler la kaliémie parce que ce sont des hypocalémiens. Chez les patients qui ont un âge supérieur à 80 ans, avec surtout une HTA de grade 1, on va souvent utiliser une monothérapie, donc un seul antihypertenseur. On va éviter de trop utiliser de médicaments pour ces personnes-là, qui sont jugées à haut risque du fait de leur âge. Donc là, les choix des antihypertenseurs, donc c'est un peu compliqué de savoir en fonction des pathologies de notre patient, mais ce que je dirais, ce qu'il faut absolument retenir, c'est des contre-indications déjà au traitement. Donc les thiazidiques, ça va être la goutte forcément parce qu'on va avoir plus du coup de réabsorption de calcium, donc plus être à même de former des cristaux. Donc aux contre-indications relatives, on va avoir le syndrome métabolique, donc forcément, et l'intolérance au glucose et la grossesse. Les bêta-bloquants, ça va être de l'asthme, du BAV2 et 3. Et relatif, ça va être de l'AOMI, syndrome métabolique, intolérance au glucose, BPCO. Les inhibiteurs calciques, ça va être pareil, BAV2 et 3 et insuffisance cardiaque, parce qu'il ne va pas falloir mettre des bradycardisants sur des pathologies type BAV2, 3 et insuffisance cardiaque. Les IEC, ça va être les œdèmes angioneurotiques, la grossesse aussi important, l'hypercalémie, parce que forcément les IEC majorent la calémie, et les sténoses bilatérales des artères rénales.
Voilà. Parce que si déjà il y a une sténose au niveau de nos artères rénales, l'IEC va encore plus sténoser et donc il y aura encore moins de débit, on va être en hypoperfusion rénale. Les ARA2 c'est un peu pareil, on va surveiller surtout la grossesse, l'hypercalémie et la sténose bilatérale des artères rénales. Donc là après je vais pas vous faire trop le topo des situations, enfin comment orienter le choix de nos hypertenseurs en fonction des pathologies, c'est un peu long, donc voilà. Et l'adaptation du traitement dans les 3 à 6 premiers mois. Donc si on a un effet secondaire du médicament, donc c'est-à-dire que si on ajoute un IEC, on peut avoir par exemple une dysfonction rénale, donc une anurie ou quoi, et donc là on va directement changer la classe thérapeutique. Donc si effet secondaire, on change direct. Si l'objectif tensionnel n'est pas atteint à 1 mois, donc en fait on a introduit une bithérapie chez notre patient directement, on contrôle 1 mois après donc la tension. Si l'objectif tensionnel n'est pas atteint, on inclut une trithérapie. Donc souvent on va mettre un IEC ou un ARA2 avec une diurétique thiazidique et souvent du coup on ajoute une trithérapie avec un inhibiteur calcique. Donc ça peut être bien sûr une association de base avec un IEC et un inhibiteur calcique et au bout d'un mois si ça marche pas on ajoute un diurétique thiazidique. Mais il y a souvent forcément un IEC et un ARA2 et ou du coup la diurétique thiazidique et l'inhibiteur calcique. Donc si ça ne marche pas 1 mois, on rajoute une trithérapie. Et donc toute trithérapie, pour être valide, pour juger que l'HTA est résistante, doit comporter forcément une diurétique thiazidique avant de pouvoir parler. Donc là c'est pas l'HTA récidivante, c'est bien une HTA résistante. C'est une erreur, c'est HTA résistante. Donc il faut absolument que dans notre trithérapie il y ait une diurétique thiazidique. Sinon on ne peut pas parler d'HTA résistante. Et donc l'HTA résistante, on va en parler. Donc si l'objectif non atteint après du coup notre trithérapie qu'on a mis en place et à dose optimale plus des mesures immunogénétiques, on parle du coup d'HTA résistante. Donc là, les causes d'une HTA résistante, ça va être du coup par exemple des fausses HTA résistantes comme on en avait parlé avec les blouses blanches, l'effet blouse blanche, le brassard qui va par exemple être inadapté ou la dose insuffisante des traitements. Une mauvaise observance du traitement, c'est-à-dire que le patient prend mal son traitement, les mesures génétiques qui ne vont pas être suivies, il va manger trop gras, il ne va pas faire de sport, il ne va pas suivre comme il faut ces mesures-là. Les médicaments ou des substances qu'il va utiliser en dehors de ces médicaments antihypertenseurs qui vont augmenter la pression artérielle, donc on avait vu comme la cyclosporine, le tacrolimus, tout ce qui va être les drogues, etc. Le syndrome des apnées du sommeil, donc si il a ça et qu'il n'est pas traité pour ça, ça peut aussi fausser et donner une HTA résistante. Une HTA secondaire méconnue, donc on en avait parlé tout à l'heure de causes rénales ou des causes surrénaliennes, une surcharge volémique, ou encore des posologies qui sont inadaptées. Et donc si j'ai un sujet âgé qui a plus de 80 ans, donc l'âge ici est un facteur de risque forcément d'hypertension qu'on avait parlé, donc plus on vieillit, plus nos artères ont une baisse de leur élasticité, donc on va avoir une pression artérielle systolique qui va augmenter, donc comme on a dit une HTA systolique plus, avec du coup une augmentation de la pression artérielle pulsée, parce que c'est la pression artérielle pulsée, pour rappel, c'est l'HTA, la pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique. Donc forcément chez ces sujets-là, il y a un risque d'hypotension orthostatique élevé, surtout s'ils sont sous grosse trithérapie, donc là il y a un risque d'hypotension. Donc là ici, le régime essentiel n'est pas forcément adapté. Donc on va utiliser grand maximum une trithérapie avec un objectif du coup un peu plus tolérant de pression artérielle systolique inférieure à 150 mm de mercure. Et en première intention, on va utiliser beaucoup plus des diurétiques et des inhibiteurs calciques parce que les IEC chez les personnes âgées, souvent les personnes âgées ont plus de problèmes aux reins parce que forcément il y a aussi une décroissance physiologique de notre débit de filtration glomérulaire avec l'âge. Et donc si on utilise des IEC en plus, il y a plus de risque donc d'une insuffisance rénale qui peut être assez grave. Donc on va plus utiliser des diurétiques et des inhibiteurs calciques en première intention. Et donc pour finir avec ces traitements, donc le traitement de l'urgence hypertensive, on en avait parlé du coup avec cette HTA qui est assez sévère, entre 180 et 110, 180 de pression artérielle systolique et 110 de pression artérielle diastolique, avec une atteinte aiguë de nos organes, forcément associer les deux. Donc là l'hospite elle va se faire en usique ou en ré en fonction de l'état du patient. Donc la surveillance de la pression artérielle tous les 15 minutes, donc il faut vraiment la surveiller très très souvent parce que c'est une urgence, donc il faut la surveiller. Donc une baisse de la PA est préconisée de 25%, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop la baisser rapidement. Il faut du coup avoir un objectif d'une baisse de 25% en 2 heures pour atteindre environ une PA de 160-110 mm de mercure dans les 2 à 6 heures.
Donc on va faire attention de ne pas avoir une baisse trop rapide, c'est-à-dire qu'on ne va pas baisser directement notre tension de 180 à par exemple 130, parce que ça peut donner une hypoperfusion cérébrale, rénale et cardiaque. Donc en première intention, pour baisser cette tension, on va utiliser du coup un alpha-bloquant qui est l'uradipyl IV ou un inhibiteur calcique, comme la dicardipine. Donc c'est contre-indiqué, attention, dans l'insuffisance cardiaque, tout ça. Donc on va utiliser d'autres choses quand il y a une insuffisance cardiaque. S'il y a un phémochromocytome, on va plus utiliser du labétolol IV, donc voilà. Et en cas d'un SCA ou d'un OAP, on va plus chercher du coup à vasodilater nos artères coronaires ou à essayer pour éviter du coup les œdèmes, on va plus utiliser des dérivés nitrés. Et voilà. Maintenant, on va donc parler, pour finir, du suivi d'un patient qui est hypertendu. Donc l'APA, quand elle est contrôlée à 6 mois, donc à 6 mois, notre patient il revient au cabinet, la tension elle est correcte. Donc si notre patient il est à faible risque cardiovasculaire, donc il a juste par exemple une hypertension ou qu'il a une hypertension grade 1, donc assez faible entre guillemets, avec du coup un contrôle atteint à 6 mois, eh bien on le rappellera à revenir tous les 6 mois. Par contre, si on va appeler notre patient à revenir tous les 3 mois, si notre patient a un risque élevé ou très élevé de risque cardiovasculaire, donc s'il a fait par exemple un événement cardiovasculaire, si en plus il a de la dyslipidémie, une insuffisance rénale, du diabète, on va l'appeler plutôt tous les 3 mois pour mieux surveiller, parce que c'est des patients plus à risque du coup, ainsi que chez des patients du coup uniquement soumis aux mesures hygiéno-diététiques, même s'ils ont un faible risque ou une HTA de grade 1, s'il y a uniquement des mesures hygiéno-diététiques, on va le rappeler tous les 3 mois, parce que forcément il n'y a pas de traitement qui contrôle directement, on n'a pas vraiment de vision sur ce qu'il fait, s'il respecte bien ses mesures hygiéno-diététiques, à tout moment il peut les arrêter, donc on va avoir une surveillance plus rapprochée pour ces patients-là. Un contrôle biologique du coup complet, donc tous les 1 à 2 ans, un ECG tous les 3 à 5 ans, et il va falloir bien sûr adapter le traitement en fonction du contexte. C'est-à-dire que si notre patient est dans une période où il est assez hypotendu, ou même qu'il y a un épisode infectieux avec une diarrhée, une gastro, etc., on va adapter le traitement pour éviter qu'il soit en hypotension ou qu'il soit encore plus mal à cause de ces traitements. Donc là, on va lui dire, par exemple, quand il est en période de diarrhée, de gastro, on va lui dire de stopper un peu son médicament pendant le temps de sa gastro pour éviter qu'il soit trop hypotendu et donc que ce soit grave. Et pour les patients qui, au contraire, dont la pression artérielle n'est pas contrôlée à 6 mois, donc on va revérifier l'équilibre tensionnel à la maison par automesure tensionnelle ou MAPA, parce qu'il y a toujours peut-être ce phénomène de syndrome de blouse blanche. On va évaluer aussi s'il prend bien ses médicaments, donc l'observance, et s'il tolère bien ses médicaments. On va rechercher aussi, bien sûr, des facteurs de résistance au traitement, s'il prend trop de sel à la maison, s'il est alcoolique ou qu'il boit de l'alcool assez fréquemment, s'il a une dépression, des interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments qu'il peut prendre extérieurs à ses antihypertenseurs, ou encore de l'apnée du sommeil. Et on va bien sûr vérifier aussi l'efficacité de la trithérapie. Et si ces éléments sont vérifiés, donc si tout ça a été vérifié, on en a déjà parlé, on pourra classer ça comme une HTA résistante. Voilà, donc cette vidéo sur l'hypertension artérielle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on vous fait des bisous et ciao ciao.